Bonjour, bienvenue à Faites.lire. Aujourd'hui, je reçois Solène Mabot, maîtresse de conférence à Rennes 2, qui vient nous présenter un ouvrage lié aux femmes bretonnes dans la Révolution, citoyennes ou rebelles. On va se poser la question avec ce livre qui explore les formes d'engagement politique des femmes en Bretagne pendant la Révolution française entre 1789 et 1799, en adoptant une approche résolument intersectionnelle, c'est-à-dire attentive au genre, mais aussi aux conditions sociales, de la position de ces dames. Une double interrogation. Solène Mabot s'interroge qui furent les femmes bretonnes de la Révolution et surtout comment ces femmes, souvent invisibles dans l'historiographie, c'est-à-dire dans l'histoire, dans la création de contenu au sujet de cette histoire, comment ont-elles pris part au bouleversement révolutionnaire? Bonjour Solène. Bonjour. Alors, comment vous avez trouvé ce matériau qui vous a permis de dire, eh bien, on avait tel pourcent ou tel type de femmes qui sont rentrées dans la Révolution, au contraire, dans le mouvement contre-révolutionnaire? Comment vous avez travaillé sur ces questions? Alors, moi, je me suis intéressée à l'engagement. C'est un peu le fil directeur de l'ouvrage. Donc, j'ai pas voulu me concentrer sur un camp, soit travailler sur les révolutionnaires, soit sur les contre-révolutionnaires, mais essayer de les retrouver dans toute la diversité, en fait, de leur participation politique. Donc, les sources sont assez variées. Les sources judiciaires sont voilà, la source principale, mais c'est d'ailleurs toujours le cas pour construire une histoire politique des femmes. Dans ces archives judiciaires, on retrouve d'abord celles qui enfreignent les lois, donc notamment celles qui vont résister à la Révolution. Ce qui fait que finalement, les contre-révolutionnaires étaient moins invisibles dans les archives que les citoyennes révolutionnaires, puisque celles-ci, il fallait aller les chercher dans des espaces tenus par les citoyens masculins, et notamment les clubs politiques. Ce qu'on voit, c'est qu'elles dialoguent avec ce pouvoir. On a par exemple le cas d'une femme surnommée la Talibardon à Saint-Malo, qui participe à une émeute pour bloquer un chargement de grains et qui va interpeller l'officier de la garde nationale, arrêter son cheval, demander des audiences à la municipalité, etc. Donc on voit qu'il y a à la fois une démarche d'émeutière, avec une forme d'action directe, donc de violence, et puis aussi d'un lien politique qui se noue autour de ces émeutes, et aussi d'une capacité et d'une prétention à prendre la parole pour représenter l'ensemble des mécontents. Alors oui, ça c'est intéressant parce que comme c'est difficile d'accéder au droit de la citoyenneté, comme c'est difficile d'être au regard du fait d'être femme, d'être entendue, on sent aussi que les femmes investissent plein de lieux parallèles, comme les fêtes civiques, les pétitions, les clubs, etc. C'est ça ? Oui, à partir du moment où elles sont écartées des espaces, si on veut, les plus organisés de la vie politique, donc les espaces liés au vote, voilà, le temps des élections, mais aussi le service dans la garde nationale, l'engagement dans l'armée, ces espaces-là sont masculins et sont reliés au droit politique. Et donc elles interviennent par des espaces plus informels ou moins organisés de cette vie politique. Donc voilà, c'est ça, les fêtes, toutes les formes de prise de parole, des doléances aux pétitions, et puis tous les temps où l'ordre est bouleversé. Voilà, les temps d'émeute, d'attroupement. Et à ce titre, en Bretagne, ces temps d'émeute et d'attroupement peuvent être du côté de la Révolution, notamment dans les villes portuaires. C'est le cas notamment à Lorient. Mais massivement, ces émeutes vont être hostiles aux réformes portées par les révolutionnaires. Donc contre-révolutionnaires. Oui. Ok. Ce qui est plus fort en Bretagne que dans d'autres régions de France, n'est-ce pas ? Ah oui, puisque la Bretagne, donc c'est pas que la Bretagne, c'est un large ouest français, mais on trouverait ça dans d'autres régions de France, c'est pas non plus spécifique à l'ouest. Effectivement, le mouvement populaire est d'abord contre-révolutionnaire dans sa mobilisation la plus active. Si on va à Paris, mais aussi dans un large bassin parisien, le mouvement populaire, qui est marqué par la sans-culotterie notamment, est un mouvement populaire révolutionnaire. Donc on a vraiment là des situations très contrastées. Oui. Vous dites qu'il y a la construction par
par les révolutionnaires, d'une image un peu de la fanatique, où pour essayer de diminuer le rôle de la femme contre-révolutionnaire, on en fait des fanatiques, c'est-à-dire complètement sous le joug de prêtres qui les manipulent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et là, on voit vraiment comment opère le genre comme concept, pour le coup, à savoir comment se distinguent les représentations des hommes et des femmes. Parce qu'on ne le fait pas avec les hommes, ça. Voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que la figure de la dévote, elle a toujours été un petit peu nimbée de mépris. Déjà, avant la Révolution, c'était toujours une figure assez ambiguë. Et sous la Révolution, la dévote, elle devient politique. Parce qu'en fait, les luttes religieuses sont politiques, puisque l'Église est scindée en deux, entre un clergé qui adhère à la Révolution et un autre qui la refuse. Et donc là, associer le fanatisme aux femmes, c'est une manière de discréditer en fait le fanatisme en l'associant au sexe faible, comme on le trouve dans les sources. Et puis c'est une manière finalement de sauvegarder l'idée que les citoyens masculins soutiennent la Révolution et que s'ils s'en détournent, c'est sous l'effet d'une influence la perversion néfaste, des femmes, qui est l'alliance entre les prêtres et les femmes. Et là, si on relit Michelet, on voit à quel point cette tradition historiographique, qui est aussi un stéréotype, a eu la vie longue, en fait. Bien sûr. Vous écrivez d'ailleurs, l'image de la fanatique contre-révolutionnaire se déploie à large échelle, mais les femmes de l'Ouest en forment à plus d'un titre l'archétype. Oui, l'archétype, parce que les luttes religieuses sont très importantes dans l'Ouest, et notamment en Bretagne, ne serait-ce que parce que dans ces régions, le clergé massivement va refuser d'adhérer à la Révolution. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 80% du clergé en Bretagne qui va refuser le serment qui marquerait sa fidélité à la Révolution. À Paris, c'est l'inverse. 80% du clergé est fidèle à la Révolution. Donc nécessairement, les luttes religieuses vont être beaucoup plus puissantes dans les régions où le clergé s'est détourné de la Révolution. Abordons la question de la chouannerie et de ceux qui portent une sorte d'héritage royaliste. On peut dire que c'est partout en Bretagne, où il y a des régions particulières, c'est plutôt le sud, ou non, on a finalement dans tous les coins de Bretagne, on a des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires. Alors, on a dans tous les coins de Bretagne des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires, ça oui. En revanche, la chouannerie a quand même des points d'ancrage, la région de Fougères, le Morbihan, mais aussi dans la région de Montcontour, dans les Côtes du Nord, enfin les Côtes d'Armor. Et en revanche, une large partie du Finistère est très peu concernée par la chouannerie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de résistance, parfois moins visibles, mais qui ne prennent pas la forme de cette insurrection, de cette guérilla, en fait, qui était la chouannerie. La participation des femmes à la Révolution, qu'elle soit en faveur de la Révolution ou en faveur de l'héritage du précaré royal, est-ce que vous avez quand même le sentiment que l'arrivée de la Révolution a modifié le statut des femmes et a permis de commencer à considérer la femme comme étant aussi un acteur de la recherche de la liberté, de la construction de la nation? Bien, sous la Révolution, il y a une révolution quand même de la famille. C'est la question des droits civils qui est fondamentale. Sous l'Ancien Régime, la femme, elle est, entre guillemets, c'est l'expression de l'époque, sous puissance de mari. Elle est considérée comme une mineure juridique. À ce titre, la Révolution apporte des avancées. C'est évidemment le droit au divorce, qui est quelque chose de considérable, même si ça ne va pas concerner évidemment toutes les femmes. Ça va d'abord concerner des citadines, mais c'est 2/3 des personnes qui demandent le divorce qui sont des femmes, et des femmes qui s'adressent aux députés pour les remercier de cette loi. Certaines envoient leur alliance en signe de remerciement. Donc ça, c'est quelque chose de fort et qui signale une volonté de construire la famille sur des bases moins inégalitaires. C'est évidemment aussi l'égalité des successions, de l'héritage. Mais alors ça ne va pas concerner également toutes les régions. Par exemple, en Bretagne, la coutume défavorisait finalement assez peu les filles dans l'héritage. Beaucoup moins qu'en Normandie, par exemple, ou que dans le Midi. Donc c'est aussi en fonction des régions, ces mesures vont avoir plus ou moins d'impact, vont peut-être être perçues comme plus ou moins libératrices en fonction de la situation en fait de départ, qui était plurielle à l'échelle du royaume. Question
pour le premier aspect, qui est celui du divorce, c'était très mal vu dans presque toutes les conditions sociales de divorcer. Alors, c'est difficile de savoir dans quelle mesure c'était vu à l'échelle du voisinage. Ce qui est sûr, c'est que le divorce est introduit sur des bases très égalitaires par les révolutionnaires. Hommes et femmes peuvent divorcer exactement pour les mêmes motifs, c'est gratuit. À ce titre, le Code civil introduit par Napoléon en 1804, ce sera vraiment un vrai retour en arrière sur cette question. Et puis ensuite, ce sera détricoté sous la Restauration. Donc oui, il y a un effet retour. Après, les milieux qui divorçaient, c'était pas tous les milieux non plus. On divorçait quand même très peu dans les milieux ruraux qui étaient majoritaires. Le divorce, ça c'est intéressant, pouvait aussi être saisi d'une manière assez utilitariste, si on veut. On voit que ce sont aussi des femmes d'émigrés, donc des femmes qui étaient plutôt inscrites dans le milieu de la contre-révolution, qui ont pu aussi divorcer pour garder les terres. Échapper cette fois à la suspicion. À la suspicion et puis voir l'interdiction de garder leurs terres. Oui, voilà, c'était une manière de sauvegarder et leurs biens et leur position, finalement. Dernière question autour de ça, mais j'enfonce un peu le clou. On sait que les femmes en France ont eu le droit d'ouvrir un compte par eux-mêmes, si je ne me trompe pas, en 1970. Oui, c'est ça, au début des années 70. C'est long, hein? Oui, c'est long. C'est quasiment 2 siècles, là. Non, mais comment on explique? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un élan, et puis après, bon... Oui, et c'est vrai que les lois introduites par les révolutionnaires peuvent être qualifiées d'anticipatrices, parce qu'elles ont quand même... Alors, même si c'est en droit, donc après, c'est toute la question des usages, comment est-ce que ça a été mis en pratique. Mais ça construit un droit... Oui, très avancé, très anticipateur et qui sera vraiment remis en question ensuite au début du 19e siècle. Ça prendra du temps, effectivement, pour reconquérir ces droits. Alors ensuite, ce qui est compliqué, c'est de mesurer dans quelle mesure ces avancées sur le terrain des droits civils ont été très clairement applaudies, saluées dans les milieux révolutionnaires, mais force est de constater que ça n'a pas... toujours suffi à attacher les femmes à la Révolution. Donc, il ne faudrait pas avoir une vision non plus trop irénique, entre guillemets, des incidences de ces avancées. Vous brossez le portrait de différentes femmes, Jeanne Morel, Perrine Anzot, etc. Je crois qu'il y en a une que vous appréciez particulièrement, qui est Jeanne Rappé, n'est-ce pas? Oui, alors Jeanne Rappé, effectivement, elle est intéressante parce que son engagement montre aussi ce qui mobilisait des femmes de milieux populaires, de milieux rural, qui sont assez largement absentes de l'écriture de l'histoire et même de l'écriture de l'histoire des femmes. Jeanne Rappé, elle vit dans la région de Redon et au même moment, en 1791, elle va être impliquée dans 2 types en fait, de révoltes très différentes. À la fois, elle se bat avec un groupe de paysans, de paysannes, qui sont certainement ses voisins, ses voisines, sur la question des terres pour conserver le libre usage des terres. Donc, c'est vraiment une question agraire. Donc là, un engagement social, finalement, et qui pourrait sembler aller dans le sens de la Révolution, qui s'en prend à la féodalité, etc. Et en même temps, et vraiment au même moment, elle va se mobiliser contre les curés qui prêtent le serment de fidélité à la Révolution. Donc elle se range à la fois du côté d'une émeutière sur le plan social, qui se bat pour la conservation des usages paysans, et elle se bat contre ce clergé révolutionnaire. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Et voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, ça pose la question de ce qu'il y a derrière refuser la révolution ou résister à la révolution. Et ce qui m'a intéressée dans mes recherches, c'est de voir que c'est pas forcément des grands étendards qui les ont mobilisés. C'est pas défendre le roi et c'est pas non plus forcément défendre l'Église. Mais en revanche, la question des usages, des pratiques traditionnelles, de ce à quoi on est attaché, de ce qui fait commun, communauté, que ce soit donc les usages collectifs, agraires, qui étaient
fondamentaux dans la survie au quotidien, et que ce soit aussi les solidarités à l'échelle de la paroisse qui s'organisaient autour du curé. Tout ce côté micro-histoire que vous documentez bien est très intéressant. Là, l'enjeu, c'était aussi d'introduire la question du genre, parce que justement, cette image de la fanatique, c'est cette image de femme aveuglée par la superstition, sous l'influence des prêtres. Or, s'intéresser d'un peu plus près à ce qui a pu les mobiliser et à leurs engagements signale à la fois de la pluralité de ce qui a pu les pousser, en fait, à protéger ce clergé, et des raisons qui ne sont pas que religieuses, loin de là, mais qui ont trait aussi à une défense plus globale de la communauté, du local, en fait. Mais quoi, de l'imaginaire structurant de la communauté qui était quand même incarné par le prêtre? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque à quel point les femmes sans mari sont à la fois mises en lumière, mais aussi probablement nombreuses à avoir protégé le clergé réfractaire. Femmes sans mari, c'est-à-dire les veuves, les célibataires, mais aussi des femmes mariées dont les maris se trouvaient au loin. Et ce sont des femmes dont la position n'était pas facile au quotidien, et qui traditionnellement pouvaient s'investir dans l'Église, à la fois comme bénéficiaires des bonnes œuvres de l'Église, parce que c'était souvent des situations précaires d'être femme célibataire ou veuve, ou si elles étaient plus aisées, s'investir au contraire comme dames charitables dans la sphère religieuse. Et donc pour ces femmes-là, peut-être les fractures de l'Église, la déstabilisation de l'échelle paroissiale finalement a pu être vécue particulièrement difficilement, et donc a pu les mobiliser spécifiquement. Et donc on voit que là, on est loin de l'image caricaturale de la fanatique, si on essaye de saisir aussi les enjeux sociaux et de genre, en fait, qui se trouvent derrière cette image-là. Alors je vous pose la question, c'est vraiment la question de l'émancipation, non pas par le conservatisme, mais en tout cas, on a quand même l'impression que certaines femmes sont sorties d'une forme d'assignation sociale en s'opposant à la Révolution. Alors ça, c'est une question effectivement difficile. Ce qu'on voit, vous, et qui est assez nouvelle. Je pense qu'il faut aussi essayer de mettre à distance, c'est l'idée qu'il y aurait d'un côté un milieu révolutionnaire qui serait quelque part un prologue au féminisme. Or, on voit bien que dans le milieu révolutionnaire des citoyennes, elles sont citoyennes, elles sont favorables à la révolution, elles s'engagent pour la révolution, tout en étant dans la position tout à fait conformiste de l'épouse et mère de citoyens. Et donc, celles qui sont du côté contre-révolutionnaire, finalement, pour elles non plus, la question de l'émancipation de genre n'est pas au cœur de ces luttes. Ce sont d'autres enjeux qui mobilisent. Et ensuite, c'est plutôt la fracture des rythmes quotidiens qu'il peut y avoir des formes d'autonomie ou d'indépendance qui se construisent. On voit dans la chouannerie ces jeunes filles qui vont sur les grèves, accueillir des bateaux venant d'Angleterre, qui transportent des munitions, des armes, qui assument des missions qui peuvent être risquées. Elles sont seules sur les routes, certaines voyagent à cheval. Donc oui, là, il y a une forme, on peut se dire, d'indépendance, mais déjà, dans quelle mesure est-ce que c'était pas possible en temps normal, c'est une question à se poser. Et puis là, on a la rupture d'un temps d'exception qui est celui de la guerre, et en fait qui nécessairement va dégager des brèches qui n'existent pas en temps ordinaire. Citoyenne ou rebelle, on voit grâce à Solène Mabot qu'on a une Bretagne qui est ni totalement soumise, ni héroïquement révolutionnaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment des formes variées de politisation des femmes, dans un contexte rural, conservateur ou non, est traversée d'opposition et de tensions qui empêchent de penser le statut de telle ou telle femme d'une manière complètement définie. Ça permet de réfléchir vraiment avec un nouvel œil sur la question aussi de l'histoire du genre au sein même de la Révolution. Citoyenne ou rebelle, Solène Mabot, c'est paru au Pur. Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.